Bonjour à tous et bienvenue sur i24 News, c'est l'heure de votre journal des sports. Merci de votre fidélité à nos programmes. C'est parti pour une heure de bonheur et de bonne humeur. Restez avec nous. Comme chaque année, le mercato d'été a battu son plein. Le monde du football a pris un nouveau visage. Ses vedettes ont changé de place sur l'échiquier des grands clubs. À coup de transactions de millions d'euros, les étoiles montantes et les joueurs confirmés ont joué aux chaises musicales pour le plus grand plaisir des supporters qui ont vu se constituer des équipes au casting aussi inédit qu'alléchant. On fait le point tout de suite avec Lise Barenbaum. Si le mercato de football ne dure officiellement environ que 3 mois, les échanges entre clubs, agents et joueurs se déroulent tout au long de l'année. Dès la fin du mois de janvier, alors que le mercato d'hiver se termine tout juste, les contacts s'établissent entre les interlocuteurs pour le marché des transferts d'été. La saison estivale permet le réajustement des effectifs au regard des premiers matchs et de la préparation physique. Attendue depuis le 23 mai dernier, l'annonce du transfert de David Luiz au PSG a par exemple été officialisée au mois de juin après la conclusion d'un accord entre Chelsea et le défenseur brésilien. Luiz s'est engagé pour les 5 prochaines saisons à Paris. Acheté 25 millions d'euros par les Blues au Benfica en 2011, le footballeur a coûté 49,5 millions d'euros au club parisien. Un investissement que le président du PSG ne regrette pas. Je ne pense pas David était très cher, parce qu'il est là grand joueur. Je sais essayer à payer moins, mais c'est le prix. Parce que, comme je disais tout à l'heure, il a beaucoup de grands clubs qui vont acheter David. Je suis très heureux avec l'arrivée de David au Paris Saint-Germain. Les présidents de clubs n'interviennent pourtant qu'au moment de la signature. Au cœur des discussions, le salaire du joueur. Le montant fluctue en fonction de la cote du footballeur, s'il est en fin de contrat ou non, ou s'il est suivi par de nombreux clubs. Récemment, le Real Madrid a annoncé l'acquisition de Toni Kroos. Le milieu de terrain allemand, fraîchement sacré champion du monde, s'est engagé pour 6 saisons avec la Casablanca. 25 millions d'euros auraient été déboursés pour son échange. Et le joueur compte bien faire briller le club merengue. J'ai remporté la Champions League l'année dernière avec le Bayern Munich. Cette année, c'est le Real Madrid qui a gagné. Et j'espère bien sûr, c'est mon grand objectif, que nous la gagnerons ensemble l'année prochaine. Autre achat de prestige cette saison pour le Real Madrid, le jeune Colombien James Rodriguez, buteur star de la Coupe du Monde. Avec 80 millions d'euros dépensés, le transfert de Rodriguez est le second plus cher de cet été. Je me sens bien, ce n'est que le début. Il faut que je reste calme. J'ai commencé l'entraînement il y a seulement 11 jours et petit à petit je trouve mes marques dans cette équipe rapide. Et cette année, l'international argentin Ángel Di María défraie aussi la chronique. Il termine un parcours remarquable au Real Madrid et vient de coûter la bagatelle de 75 millions d'euros à Manchester United, une somme record outre-Manche. Un transfert qui symbolise à lui tout seul le chassé-croisé de joueurs que représente le mercato. Quand j'étais à Madrid, Cristiano Ronaldo m'avait dit à quel point le numéro 7 était important pour lui. Il voulait que je porte le numéro 7 avec Manchester. La vérité, c'est que quand je suis arrivé au club, je le voulais également. Donc c'est vraiment sympa de pouvoir porter un maillot que de si grands joueurs ont porté. Quand les négociations se concluent le dernier jour du mercato, les heures sont comptées. Les tractations concernant Radamel Falcao viennent d'ailleurs de s'achever. En ce dernier jour de mercato, il va rejoindre Manchester United. Monaco et le club anglais sont tombés d'accord sur un prêt payant de 12 millions d'euros. À chaque saison, les footballeurs se posent la même question. Faut-il changer de club ou non ? Si les transferts ont lieu tous les 3 ou 4 ans, le changement de vie n'en reste pas moins difficile, car au-delà du prestige, la pression est grande pour que les joueurs fassent rentabiliser les millions d'euros qui pèsent sur leurs épaules. La compétition des Jeux équestres mondiaux est l'événement le plus prestigieux après les Jeux olympiques pour l'équitation. Pour la première fois, elle prend place en France. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir par Skype Fabien Grosbon. Fabien Grosbon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de cette compétition. Alors, comment ça se passe ? Parce que ça va bientôt se clôturer finalement, dans moins d'une semaine. Et on est au milieu, donc c'est pas tout à fait la fin, mais pour l'instant ça se passe très bien. Du grand sport, partout, dans toutes les enceintes, des stades pleins, à craquer presque. On est à plus de 250 000 déjà personnes qui ont assisté aux compétitions. Et puis la fête aussi, puisque les Jeux c'est du sport de très haut niveau, mais c'est aussi toute la culture équestre mise en scène au village des Jeux. On a environ déjà accueilli plus de 111 000 visiteurs à ce village à Caen. Comment vous expliquez cet engouement autour de l'équitation ? C'est nouveau quand même, hein ?
C'est pas nouveau, c'est nouveau pour le grand public, mais ou les gens qui sont moins proches de la filière. Mais cette filière, c'est quand même 700 000 personnes qui montent à cheval toutes les semaines en France. La 3e fédération après le foot et le tennis. En Normandie, 1 milliard de chiffre d'affaires, 12 000 emplois directs, 500 clubs. Il y a énormément de personnes qui sont passionnées par ce sport. Je crois qu'il y a aussi une tendance de société. C'est un sport qui a des valeurs belles. Ça se passe dans la nature. Il y a une relation avec l'animal. Voilà, c'est peut-être on est au bon moment, au bon endroit, c'est-à-dire au cœur du berceau des sports équestres en Normandie, avec ces championnats du monde, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, ce qui se fait de plus gros dans les sports équestres, plus grand événement équestre au monde, une fois tous les 4 ans. C'est aussi le plus grand événement sportif en France, donc voilà, au total, ça sera 540 000 visiteurs, c'est plus grand que Roland-Garros, 1 milliard de téléspectateurs dans le monde. Bref, l'équitation peut-être sort enfin de sa discrétion pour aller toucher le plus grand monde et on se réjouit. Alors il y a eu de terribles accidents quand même pendant ces épreuves. Le cheval Dorado pendant l'endurance qui était monté par la costaricienne Claudia Romero, le cheval qui s'est tué durant l'épreuve avec une terrible collision contre un arbre en bordure de piste. La cavalière a aussi eu une blessure au visage. Ensuite, lors de l'épreuve de cross, le concours complet, la monture Wildlone a été victime d'une crise cardiaque alors que la course était terminée. Que pensez-vous de ces événements ? Alors nous, avec la Fédération équestre internationale, on a la sécurité des cavaliers et des chevaux au cœur de l'organisation. Partout, le dispositif sanitaire, vétérinaire, de suivi est fondamental et énorme. C'est très structuré, très développé. L'accueil des chevaux, ça fait partie des choses clés qu'on doit faire. Sur la course d'endurance, c'est vraiment un incident de course, un cheval qui s'emballe et puis qui pratiquement trouve un arbre sur sa route, il quitte la piste. C'est inévitable, enfin, c'est un accident qui arrive comme ça et c'est triste évidemment, et puis un fait de course. Et puis sur le complet, malgré tous les dispositifs qui étaient mis en place, avec aujourd'hui dans les concours complets, il y a ce qu'on appelle la cooling zone, où les chevaux sont pris en charge dès la sortie des épreuves par des vétérinaires. Voilà, le cheval anglais qui malheureusement s'effondre. Je crois que vous avez parlé de crise cardiaque, je crois que les autopsies sont encore en cours pour savoir exactement de quoi il retourne, mais il faut noter le très grand professionnalisme et sérieux de la fédération anglaise qui a tenu à communiquer à nos côtés sur ce cheval pour expliquer que c'était évidemment très, très triste. Même le cavalier lui-même a pris la parole et malheureusement... Oui, on a vu qu'il avait beaucoup d'émotions justement dans sa voix. Donc à votre avis, les pistes ne sont pas trop dangereuses et trop difficiles ? Je crois que tout le monde a reconnu que ça n'avait absolument rien à voir avec les pistes. On a une enquête en cours sur Sartilly, j'ai vu les photos, etc. Le cheval, il ne s'est pas arrêté du tout, il n'a pas glissé, il n'a pas ralenti, il s'est emballé et puis il est parti tout droit dans un virage. Et malheureusement, il y avait un arbre, sa cavalière, je crois, pour tous les témoins qui ont assisté à la scène, n'arrivait pas à le contrôler. Je pense qu'elle donnera sa version des faits quand elle sortira de l'hôpital. Et puis pour ce qui est du complet, encore une fois, tout ça s'est fait en public, devant l'ensemble des témoins, des vétérinaires. La piste, tous les chevaux qui sont passés sur cette piste ont bien récupéré. On avait nous-mêmes baissé un petit peu le niveau de difficulté en accord avec la Fédération équestre internationale pour raccourcir la piste du fait de la pluie qui rendait celle-ci un peu plus technique. Voilà, les cavaliers ont dit qu'elle était technique, elle était au niveau d'un championnat du monde, mais en même temps elle n'était pas dangereuse. En tout cas, nous, ce qu'on va retenir de cette compétition, même si elle n'est pas terminée, c'est le beau sport. Merci Fabien Grosbon d'avoir accepté de répondre à nos questions sur i24 News. Nous suivons de près ces Jeux mondiaux équestres. Merci. Avec toute l'émotion et la passion que le vrai sport suscite. À bientôt. Merci madame. Les sportifs que vous allez voir n'auraient jamais pensé pouvoir participer à une compétition internationale. Ils souffrent de handicap grave et pourtant, ils ont fait l'ouverture des Jeux équestres mondiaux. Les cavaliers français handicapés ont concouru dans l'épreuve de paradressage. Ils se sont entraînés en Normandie grâce au soutien du mythique Cadre Noir de Saumur. Regardez le reportage. Avant l'accident de voiture qui l'a rendu tétraplégique, jamais Anne-Frédérique n'aurait imaginé participer aux Jeux équestres mondiaux. Juste après l'accident, les médecins avaient clairement été catégoriques en me disant que je ne pourrais jamais remonter à cheval. Donc oui, non, là, c'est une grosse bataille sur la vie que j'ai gagnée avec les chevaux, c'est sûr. Et dans cette bataille, c'est auprès du Cadre Noir de Saumur que la cavalière trouve du soutien. Depuis 2011, la prestigieuse structure prête entraîneurs et chevaux aux sportifs de haut niveau. Oh, c'est beau.
Le fait qu'une grande institution comme l'École nationale d'équitation crée un pôle France handisport, pour nous, c'est vraiment une reconnaissance, quoi. On existe et on a notre place dans une grosse institution. Donc c'est très gratifiant. En général, les cavaliers ne peuvent monter leurs chevaux plus de 2 fois par semaine. Le reste du temps, l'entraîneur valide prend le relais, charge à lui de faire travailler la monture en fonction du handicap de son élève. Plus que chez les valides, le secret de la réussite réside donc dans la complicité du trio cheval, entraîneur et cavalier. C'est très très important parce que ça nous permet de nous reposer un petit peu et de donner notre confiance et de pouvoir avancer les yeux fermés avec quelqu'un qui est à côté. Vladimir fait partie des 5 cavaliers qui bénéficient de ce programme et des 3 qui participent aux Jeux en Normandie. Depuis 2011, il est entraîné par Marc-André Morin. L'écuyer de Saumur dresse un bilan très positif du projet. C'est une remise en question aussi de soi. C'est une façon différente d'aborder l'entraînement. C'est une façon différente de travailler les chevaux au quotidien. Et je trouve que c'est une très bonne chose, justement, le fait d'avoir apporté les cavaliers handicapés au sein de l'école. Si la démarche comporte une forte dimension humaine, pour les entraîneurs comme pour les cavaliers, l'objectif reste avant tout la performance et la victoire. D'autant que des nations comme l'Angleterre ont depuis longtemps consacré le paradressage comme une discipline à part entière. Mais avec ce programme d'excellence, la France pourrait bientôt, elle aussi, figurer parmi les meilleurs, avec évidemment en ligne de mire les Jeux Olympiques de Rio 2016. Allez, on va ouvrir une page tennis à présent. Le Français Joe Wilfried Tsonga s'est incliné face à son redoutable adversaire, l'Écossais Andy Murray en 3-7, 7-5, 7-5, 6-4. Après 2h35 de jeu, le premier joueur français a lutté comme un acharné pour revenir au score, mais a commis trop de fautes directes. 43 au total. Murray va affronter Novak Djokovic en quart de finale de ce grand chelem. Tsonga, lui, s'arrête au 8e de ces finales avec quelques regrets. On l'écoute. Oui, ça s'est joué sur les fins de set ou pas, parce que je crois qu'il y a eu des moments où j'ai eu des balles de double break. Lui a certainement eu des balles de break aussi avant. J'ai mené dans certains sets. Ça a été quand même accroché, ça a été assez dur. Mais bon, c'est sûr que je sors de là un tout petit peu frustré parce que j'aurais aimé faire un peu mieux que ça. Alors, le Britannique Murray affrontera donc le numéro 1 mondial qui se qualifie pour les quarts de finale. Un match expéditif face à l'Allemand Philipp Kohlschreiber, victorieux en 3-7, 6-1, 7-5, 6-4. Le Serbe reprend confiance après 2 éliminations au 8e de finale à Toronto et Cincinnati depuis le début de l'US Open. Djoko n'a pas laissé un seul set à ses adversaires. C'est donc prometteur pour la suite. Le japonais Kei Nishikori, 11e mondial, s'est imposé face à Raonic, tête de série numéro 5 en 5-7. 4-6, 7-6, 6-7, 7-5, 6-4 dans un match qui s'est terminé à 2h30 du matin. C'était leur 4e duel. Le japonais a confirmé sa domination en s'imposant pour la 3e fois face aux Canadiens à l'issue d'un match extrêmement disputé. Ces 2 représentants de la nouvelle génération ont fait le show devant un public tenu en haleine jusqu'à la dernière balle. Le prochain adversaire pour les quarts de finale sera Stanislas Wawrinka. Et justement, Stan, le Suisse, 4e mondial, a écarté l'Espagnol Tommy Robredo, 18e, en 3 heures, sur un score de 7-5, 4-6, 7-6, 6-2, opposé au tombeur de Roger Federer. La saison dernière, Iron Stan a eu beaucoup de mal à se défaire de son adversaire qui a failli le breaker dans le 3e set. Le Vaudois atteint son 3e quart de finale de l'US Open et il affrontera donc Kei Nishikori. Non, je sais pas, moi de toute façon je suis toujours nerveux, je suis toujours stressé, ça c'est pas un souci et c'est clair que voilà, je suis en quart, c'est un très bon tournoi qui se passe jusqu'à maintenant, mais comme souvent j'ai pas envie de m'arrêter là, donc j'ai envie d'aller plus loin et je vais me donner le maximum de chances d'aller plus loin. Et puis, côté féminin, la double tenante du titre et numéro 1 mondial a tenu son rang. L'américaine s'est tranquillement imposée face à l'italienne Kaia Kanepi en un peu plus d'1 heure de jeu, 6-3, 6-3. Au prochain tour, c'est une autre italienne, Flavia Pennetta, qu'elle aura sur sa route. En tout cas, pour l'américaine, un 3e sacre d'affilée n'a jamais semblé aussi proche. Et puis, toujours chez les femmes, c'est la grosse désillusion pour Eugénie Bouchard, la jeune Canadienne qui espérait aller loin dans ce grand chelem, a vu ses rêves tomber en ruine après sa défaite face à la Russe Ekaterina Marakova, 7-6, 6-4 pour la jeune joueuse qui a souffert de la chaleur. C'est une défaite difficile à encaisser, mais la Montréalaise reste bonne joueuse. Écoutez-la. La dernière semaine était difficile physiquement pour moi,
de jouer des matchs tard dans le soir, des matchs de 3-7. Et depuis Wimbledon, j'ai pas eu vraiment toutes les sessions de pratique que je voulais. Alors je pense qu'après des matchs comme ça, mon corps était un peu pas à 100%. Alors ça n'aidait pas aujourd'hui dans le match. Et ça passe également pour la Biélorusse. Victoria Azarenka, l'ancienne numéro 1 mondiale qui vit une saison difficile, s'est qualifiée au terme d'un match accroché face à la Serbe Alexandra Krunic. 4-6, 6-4, 6-4. Au prochain tour, Azarenka affrontera la Russe Marakova, tombeuse d'Eugénie Bouchard, comme vous l'avez vu il y a quelques instants. Et bien voilà, c'est la fin de cette émission. Que le temps passe vite en votre compagnie. On se retrouve demain. Bon pied, bon oeil pour encore plus d'aventures sportives. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet et sur nos pages Facebook et Twitter. Restez avec nous car l'info continue sur i24 News.